Bonsoir et bienvenue dans le Kick Parade 114. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Alors, les cartes sont totalement rebattues. Il y a plein de projets qui se sont terminés la semaine dernière. Donc, c'est beaucoup de nouveautés et il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Bon, je pense que vos comptes en banque vont pleurer leur race. Pour la faire simple, hein. Et en tout cas, il y a plein de trucs assez appétissants, effectivement, pour cette semaine. Et on va commencer tout de suite à la 10e place pour un jeu qu'on avait vu la semaine dernière dans les nouveautés, mais qui se hisse enfin. C'est Skytier Horde Monolith, donc la suite de Skytier Horde, qui est un jeu de cartes qui est plutôt pensé solo, même si on peut y jouer à plusieurs, hein, donc en coop, pardon, avec beaucoup de combos. Le tout premier, on en avait parlé, hein, le tout premier c'était plutôt avec des figurines, c'était un jeu MOBA. À chaque fois je la ferai, à chaque fois. Ça m'a traumatisé. Le running gag. Ah, ça m'a traumatisé. Et donc là ils se sont débarrassés des figurines, ils ont fait de la carte et ça m'a l'air, ma foi, très cool. En tout cas c'est le genre de jeu moi que j'aime beaucoup en ce moment, les trucs un peu à la NZ, là, tu fais tes combos de cartes et tout, tranquille, tout seul, peinard, sur ton petit tapis néoprène, ouh, c'est bon ça. Voilà, donc Skytier Horde, il arrive en 10e position. Il aurait pu faire plus, je pense, hein. Il reste 6 jours, enfin quelques jours en fait. Et il en est à 200 000 euros, 1871 contributeurs. Je pense qu'il aurait peut-être dû faire une campagne un peu plus longue et peut-être choisir une autre période parce que là, c'est monstrueux cette semaine qui sort. Donc je pense que je suis pas sûr qu'il va avoir un coup d'éclat les derniers jours parce que voilà, je pense que les clients sont passés sur d'autres trucs malheureusement, mais je sais pas ce que t'en penses, hein, mais ça va être difficile. Si, c'est clair que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jeu est très généreux, hein, au niveau du contenu, du nombre de decks, de gameplay qu'il propose. On a presque une dizaine avec des niveaux de complexité qui sont différents, un système de jeu qui va varier en fonction du choix qu'on a fait. Donc clairement, c'est un jeu qui est extrêmement généreux, qui est pas excessivement cher d'ailleurs, hein, pour tant de contenu. Mais effectivement, la période fait que là, oui, il va être face à d'autres jeux. Ça va être un peu difficile de tirer son épingle du jeu sur ces derniers jours. Mais après, l'avantage qu'il a, c'est que parmi les jeux qui sont proposés, il n'y en a aucun qui vient vraiment marcher sur les plates-bandes C'est vrai. du jeu de cartes. C'est Donc vrai, c'est vrai. peut-être que il va convaincre 2-3 personnes. Mais bon, après, voilà, Après, les temps sont durs et... il va certainement sortir en boutique parce que le premier Skyhorde, il est en boutique. Je crois que c'est Matago qui l'a sorti. Très honnêtement, j'ai vu ça en cours de route parce que la première fois qu'on en a parlé, je pensais pas que c'était sorti. J'ai vu que c'était Matago qui le sortait. Donc ça va peut-être sortir en boutique. En tout cas, ouais, c'est vrai que ça a l'air cool, quoi. Ça a l'air vraiment cool. Et le pledge, enfin de la suite, là, le monolithe, hein, c'est la deuxième partie, c'est vrai qu'à 50 balles, quoi. Ah, c'est une boîte d'un jeu de cartes de FFJ en boutique, hein, du Seigneur des Anneaux ou de Horror Arkham, hein, c'est 50 balles, voire plus même d'ailleurs. Donc pour moins de cartes. Donc c'est franchement, je pense, une bonne affaire. Et il y a une VF, hein, évidemment, déjà. Donc ouais, non, c'est cool, c'est cool. Bon, on en reparlera plus, hein, parce que ça va être la fin. 9e place, et c'est une entrée, et c'est un gros jeu. C'est Apex Legends, The Board Game. Enfin, plus précisément, Apex Legends TM, The Board Game, comme trademark. Parce que voilà, c'est une adaptation d'un jeu vidéo, donc il faut qu'ils nous foutent du copyright et du machin partout. Il en est déjà à 320 000 euros, 1943 contributeurs, et il est là pour 20 jours. Alors, ce sont les créateurs de Frostpunk, qui était déjà une adaptation d'un jeu vidéo, qui avait cartonné. Sur Kickstarter déjà, ils ont été livrés il n'y a pas si longtemps, donc là on peut quand même saluer l'honnêteté qu'ils ont attendu que leur jeu précédent soit livré avant de lancer celui-là. Je pense que c'est pas un hasard, hein. Frostpunk il a été livré il y a 2-3 mois, il me semble, hein. Oui, Et, le timing était bien choisi. Ouais. Donc voilà, ça c'est quand même on va dire une preuve de sérieux, on va dire, de la part de la société. Et donc dans Apex, alors moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo, moi je suis largué en jeux vidéo depuis des années, je connaissais de nom, hein, voilà. C'est quoi? C'est des escarmouches. Oui, c'est ça, en fait, ça reprend les codes du Battle Royale, et sauf que là, avec des personnages un peu plus incarnés, avec différents pouvoirs, etc. Il était venu un peu marcher sur les plates-bandes de Fortnite quelques temps après sa sortie, sans jamais
réellement le dépasser, mais sans complètement disparaître derrière le mastodonte. Donc c'est un bon numéro 2 dans le domaine. Hmm. Bon, derrière, effectivement, il y a des grosses boîtes, hein. Il y a Respawn et surtout Electronic Arts Ouais, bah ça, oui. qui gèrent le projet. Donc Ça, je connais. voilà, on est sur voilà, on est quand même sur des grosses boîtes. Donc j'imagine que pareil, le fait qu'ils confient cette boîte à qui avait déjà fait Frostpunk montrait qu'il y avait quand même une certaine forme de confiance en termes d'adaptation. Bon, après là, ils transforment on va dire le Battle Royale en un jeu d'escarmouche, hein, avec des personnages qui ont des capacités. Donc il y a vraiment, on reprend le truc, mais en proposant en fait un système moins nerveux, plus stratégique, avec bah, voilà, des décors en dur dans lesquels derrière lesquels on va pouvoir se cacher. En gros, on va utiliser notre environnement pour tenter de tirer notre épingle du jeu. Donc oui, non, c'est une proposition d'adaptation qui a le mérite, bah, effectivement, de proposer une expérience différente de celle du jeu vidéo qui pourrait être complémentaire. Donc en soi, pourquoi pas. Faut quand même admettre que la boîte est très bien remplie, hein. Parce que Mm. vous avez les décors avec les figurines. Vous avez... Ah, excusez-moi, il y a les bruits de... Je suis désolé, mais je pourrais pas l'enlever maintenant, tant pis. Il y a les petits bruits de messages sur Discord, j'ai oublié de les enlever. Désolé. Il n'y aura plus la semaine prochaine. Donc la boîte est bien remplie, il y a des décors, hein, qui sont assez simples d'ailleurs, hein. C'est des boîtes que vous emboîtez en fait, tout simplement, et ça vous fait des immeubles. Enfin des immeubles, des petits bâtiments. Donc c'est sur un tapis... alors je sais pas si c'est un tapis néoprène, mais en tout cas il y a un tapis on va dire de décor. Il y a de la figurine, de la belle figurine. Vous avez même un diorama par personnage, ce qui est assez rigolo. Vous avez un petit diorama, donc un diorama c'est une figurine au milieu d'un petit décorum, hein, et vous avez un par personnage, et ça c'est pas que cosmétique, ça permet aussi de poser ses cartes et de poser aussi des petits gadgets qui vont avec les personnages. Donc je pourrais pas trop vous dire, je crois que c'est quoi, c'est des petites créatures ou des drones, je sais pas, il y en a d'autres, c'est des portails un petit peu dimensionnels où tu peux te téléporter. Enfin bref, il y a un petit décor où vous posez vos figurines, vous posez vos cartes. Je trouve que c'est une belle idée. Voilà, donc vous avez quand même un jeu complet avec décor d'escarmouche pour 80 €, ce qui est vraiment convenable pour ce genre de jeu. Avec le matériel qu'il y a dedans, c'est pas déconnant. Et en plus, il paye la TVA. Donc c'est quand même assez intéressant. Il y a une VF. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses pour lui, ce jeu, mais force est de constater qu'il n'a pas démarré d'une manière incroyable. 1944 contributeurs, c'est bien, mais c'est quand même effectivement une adaptation d'un gros jeu vidéo. C'est un genre qui plaît. Alors, où est l'os? Je ne sais pas, mais on verra bien comment il évolue. Je pense que la concurrence, il fait pour beaucoup. Ouais. Et je pense aussi tout simplement que sur les joueurs d'Apex Legends, on est quand même sur un profil de joueur assez singulier et qui me semble pour la plupart pas forcément compatible avec le jeu de plateau. Pour le coup, je pense qu'on a affaire à vraiment deux univers qui sont assez différents. Donc ça veut pas dire que tous les joueurs de l'un ou de l'autre ne jouent pas à l'autre, mais juste de manière générale, on est quand même sur une licence qui est un peu plus pointilleuse. Et du coup, bah, c'est un nom qui parlera pas forcément à tout le monde. Peut-être que le souci vient de là. 8e position, c'est Léviathan Wilds, donc le jeu où il faut grimper sur des léviathans pour les soigner. Il a perdu une place. La concurrence est rude, donc il résiste. 121 000 €, 2537 contributeurs. Il reste encore une bonne dizaine de jours avant la fin de la campagne. Voilà, on en a longuement parlé la semaine dernière. Je te propose de passer à la suite, sauf si tu veux ajouter quelque chose. Bah non, si ce n'est juste de quelques petites précisions par rapport au gameplay qu'on avait pu un peu décrire la semaine dernière, mais on rappelle voilà, hein, qu'il y a quand même des personnages qui sont assez asymétriques avec un système de classe, donc du coup vous allez pouvoir vraiment vous approprier votre propre personnage qui rajoute de la rejouabilité, hein, dans des plateaux qui en plus vont se faire qui sont contenus dans un livre avec des missions qui viennent s'ajouter à tout ça, donc c'est un jeu qui a l'air quand même très très complet en termes de rejouabilité. On passe à la 7e position et c'est encore une entrée. Alors là, c'est l'entrée la plus fraîche du classement parce que le jeu s'est lancé 1 heure avant qu'on enregistre. Donc au moment où vous allez écouter cette émission, il y a peut-être des chances qu'il soit même plus haut dans le classement, hein, parce qu'il vient de sortir. C'est Monster Hunter World Iceborne. C'est la suite, hein, de Monster Hunter qui était sorti l'année dernière, il me semble, ou il y a 1 an et demi. Ouais. Qui a été livré, hein, il n'y a pas longtemps, parce que
On a vu vous pouvez voir d'ailleurs des vidéos de Monster Hunter sur la chaîne Les Dingues de Jeux, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, où ils font des parties en direct, de Monster Hunter, voilà, on peut fighter du monstre, crafter ses armes avec des morceaux de monstres qu'on a tués, hein, c'est un peu le truc, avec des os ou des peaux. Voilà, donc c'est purement du jeu de tactique de combat. Bah, qui avait reçu finalement des critiques assez positives parce que mon style Forge Game, il y a à boire et à manger Bah, dans leurs je me rappelle, propositions. t'avais pas été tendre avec le premier. Non, Hein. moi j'avais franchement pas été convaincu par la proposition. Bah, je le suis toujours que moyennement. Enfin, très content de voir que les joueurs s'y retrouvent et qu'ils passent un bon moment et que c'est un bon jeu. Moi qui suis un adepte de la licence vidéoludique, ce type de jeu me donne pas envie d'y aller. Ouais. J'ai un peu le même avis sur la suite, hein, c'est dans la continuité, donc voilà, des nouveaux persos, des gros monstres, qui reprend en fait l'univers du DLC de Monster Hunter World. Ils avaient sorti un énorme DLC quelques années après dans un monde beaucoup plus glacé, on va dire, Ouais, c'est ça. avec de nouvelles créatures. Voilà, donc là ils reprennent un petit peu les mécaniques, ils ajoutent un petit peu les nouveautés de cette extension, en gros dans le jeu de base. Donc c'est un bon miroir de ce qui s'est fait du côté du jeu vidéo. Il passe quand même sur un prix qui est quand même beaucoup plus abordable que ce qu'on avait pu voir par le passé. Bon, après il y a toujours, rassurez-vous, une multitude de boîtes finalement. Si vous voulez tout ce que vous voyez sur l'image de base, en fait, c'est le pledge Oui, à 200 balles, bah, c'est pas évidemment. celui à 80. Non, mais voilà, après, je reste d'avis de ce que je disais la dernière fois, c'est que je trouve ça pas mauvais, mais effectivement, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup de prise de tête pour quelque chose, en fait, qui peut se lancer très rapidement sur une console ou sur un PC, et du coup, j'ai un petit peu du Oui, mal mais t'as à pas le trouver une valeur plaisir ajoutée, d'être quoi. entre amis autour d'une table avec un gros monstre en figurine au milieu. Tu vois, il y a tout ce plaisir-là C'est un aussi. autre, ouais, c'est un autre, voilà. Mais après, voilà, c'est-à-dire que en termes de licence, c'est peut-être pas forcément vers celle-ci que j'aurais été, Hmm. mais force est de constater que le jeu a plu, hein, et que Oui, oui, globalement les joueurs il y a eu des très bons sont quand même retours. plutôt contents Et de la puis, mécanique. il marche, hein, 471 000 euros, 3460 contributeurs dès son lancement. Il reste 15 jours. Je pense que ça prouve il y a beaucoup de gens qui ont le premier, qui ont dû certainement baquer celui-là. Donc ça prouve qu'ils ont été satisfaits. Allez, on passe à la 6e place avec Guards of Atlantis 2. Ah, c'est encore un jeu MOBA. Bah, c'est les derniers jours pour ça c'est sur GameFound, ce jeu d'affrontement sur une belle carte, ma foi, avec plein de matériel dedans, des cartes en veux-tu en voilà, avec plein de héros. D'ailleurs, vous pouvez acheter en plus des packs de héros à part. Hein. Vous pouvez y aller à fond pour encore plus de rejouabilité. Ils vous vendent ça, je sais plus combien c'est d'ailleurs les boîtes de packs de héros à part. Je vais te retrouver ça. T'as 2 packs de héros pour 80 balles. Putain, c'est énorme. Ah ouais, d'accord, quand même. Et t'as le all-in pour 249 balles avec les 5 héros packs plus le jeu de base. Oui, mais au même titre que, j'ai l'impression que c'est la nouvelle norme, je trouve sur GameFound, c'est que finalement tu peux le prendre par abonnement mensuel en fait. Finalement, vous ne pouvez payer Ouais, que 5 euros par mois pendant 10 mois et à la fin vous aurez le jeu. Voilà, c'est ça. Et donc tu peux avoir le all-in pour 24,90 € par mois. voilà. Ça, c'est redoutable comme Mm. technique. Hein. C'est redoutable. Parce que tu te dis que tu vois, le pledge qui te coûte 400 balles, tu fais ah, bah 40 € par mois en fait. Ça va, tu vois. Ah ouais, c'est le piège. C'est le gros piège. Mais en même temps, ça peut être pratique, tu vois. Ça peut être bien pour les gens qui peuvent pas débourser 200 balles d'un coup. Bah, tu payes 20 balles par mois. Et why Mm. not? Je Pourquoi suis pas? même étonné qu'il ne l'ait pas fait avant. Cette petite technique de commerçant là. Bah, peut-être que tout simplement la mécanique du site de Kickstarter ne le permettait pas. Parce que d'ailleurs on voit que Kickstarter ne fait toujours pas Non, cette proposition-là, hein. non, non. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est exclusif à GameFound pour le moment. Ben oui. Ouais, parce que peut-être aussi qu'il y a des... Parce que je sais pas comment font les éditeurs, parce que les éditeurs, ils sont quand même obligés de donner un pourcentage à la plateforme à la fin de leur campagne. Donc si, tu vois, les gens, ils ont pas tout à fait... Enfin, s'ils prennent l'abonnement mensuel, ils ont pas tout l'argent des pledgers. Donc Mm. je sais pas comment ils rééquilibrent les comptes avec ce qu'ils doivent à la plateforme et ce qui n'est pas encore rentré de l'argent des pledgers parce qu'ils payent en mensuel. Donc je pense qu'il faut quand même avoir des comptes bien un peu solides quand même pour faire ce genre de proposition. J'imagine. J'imagine aussi, ouais. Allez, 5e position, c'est encore une nouveauté et c'est encore un assez gros jeu. Hein. C'est Dead Cells The Roguelite Board Game. Alors là, c'est pas du MOBA, c'est du roguelite. Donc du roguelite, tu vas nous expliquer tout ça, Swan. Parce que moi, je vais être incapable d'expliquer ça. En fait, le roguelite, c'est
un style de jeu vidéo qui a, on va dire, une difficulté qui est quand même plutôt exigeante, avec une certaine part d'aléatoire. Et vous allez avoir un personnage qui va devoir en fait parcourir un nombre de salles qui vont être la plupart du temps générées aléatoirement. Et en fait, à votre mort, en fait, plutôt que de reprendre un point de sauvegarde ou reprendre un endroit qui est spécifique dans les développements, enfin dans le chemin que vous avez parcouru, en fait, vous recommencez depuis le début, mais vous avez débloqué de l'expérience. Cette expérience va vous permettre de vous améliorer, etc. Et donc, la mort fait vraiment partie inhérente en fait du gameplay. Alors, dans le sens où en fait, elle est essentielle à l'évolution du personnage. On n'est pas sur du die and retry, où là pour le coup on meurt parce qu'en fait on découvre le niveau et en fait c'est le joueur qui doit s'améliorer. Là on est plus dans un truc où la mort c'est une composante essentielle, vous allez gagner de l'expérience, vous allez vous renforcer, du coup vous allez revenir à la partie d'après mieux préparé, plus puissant, etc. etc. Et donc l'objectif c'est que vous allez parcourir différents niveaux. Sauf que la particularité de Dead Cells, le jeu, c'est qu'il rajoutait aussi des composants de ce qu'on appelle du Metroidvania. Et le Metroidvania fait que en gros vous allez être dans un univers qui va être plutôt fixe et en fait vous allez débloquer des pouvoirs qui vont vous donner accès à des lieux auxquels vous n'aviez pas accès la première fois que vous les avez visités en fait. Alors, supposons vous obtenez un double saut, vous pouvez donc sauter plus haut et donc accéder à des plateformes que vous ne pouviez pas avoir auparavant, etc. Donc il y a tout un côté aussi apprendre le chemin, etc., etc. Et pareil en termes de timing, la sortie du jeu elle correspond. Enfin, elle est quand même faite au très très bon moment puisque ils viennent d'annoncer un DLC pour le jeu vidéo avec un partenariat avec la licence Castlevania et donc du coup c'était retrouver les héros de Castlevania dans l'univers de Dead Cell, donc ça va bien Ça avec pousse, là. voilà, le jeu a un peu le vent en poupe, donc il profite un petit peu de ça. Au niveau de la mécanique de gameplay, donc on perd un peu effectivement comme souvent avec le jeu plateau, la nervosité de ce style de jeu. Hein. Donc du coup, on part sur quelque chose beaucoup plus de gestion, d'optimisation, etc. Avec un système de double plateau, un plateau sur lequel vous allez vous explorer de nouvelles salles. Ensuite, vous avez le plateau de combat, le plateau qui va vous permettre d'accéder à des nouveaux lieux, etc., etc. Donc on est sur quand même un matériel qui est relativement pléthorique et pas excessivement cher. Non. Sur le style de projet qu'on peut avoir, sachant qu'il y a quand même une licence derrière. C'est le Scorpion Masqué qui fait ça. Donc c'est une boîte canadienne et qu'on connaît très bien parce qu'ils font beaucoup de jeux en boutique. Et j'ai l'impression que c'est leur premier jeu sur Kickstarter. Alors c'est marqué zéro projet. Moi ça m'étonnait, mais c'est bien possible que c'est la première fois qu'ils tentent leur chance sur Kickstarter. En tout cas, le Scorpion Masqué, c'est une boîte sérieuse. Hein. Ils font toujours des bons jeux. En tout cas, ils sont toujours très bien produits. Voilà, après, je sais pas s'ils sont habitués à des jeux aussi gros. Faudrait que je vois. Mais moi, dans ma tête, le Scorpion Masqué, c'est plutôt des petits jeux ou des jeux intermédiaires. Ouais, je sais pas s'ils sont habitués aux figurines ou trucs comme ça. Mais ils avaient quand même toute la gamme des Zombie Kids, Zombie Teens, etc. Voilà, c'est pas des gros jeux non plus. Hein. Ouais, mais les derniers commencent à prendre un petit peu d'ampleur, quoi, avec un système de plus en plus complexe, etc. Donc je pense qu'ils étaient prêts à franchir le cap. Mais tu vois, en plus le jeu sera proposé en français, il y a beaucoup de matériel. Après, à voir, est-ce que vous êtes prêt à troquer la nervosité pour quelque chose de plus... plus intellectuel, on va dire. Après faut aimer le style, hein, parce que je trouve que c'est un peu monomaniaque. Tu fais le truc, tu te fais tuer, tu recommences. Alors certes, tu as des points, enfin c'est pas totalement la même chose, parce que c'est pas vraiment un respawn, puisque tu gagnes de l'expérience, tu gagnes des trucs par rapport à ta partie d'avant, mais c'est quand même un peu un truc de... Tu vois ce que je veux dire, c'est vrai que c'est pour ça que souvent ils jouent sur un côté aléatoire où tu vas pas retraverser les mêmes salles, où tu vas avoir quelque chose d'un peu différent. Donc là, ils vont un peu essayer d'illustrer ça en disant il y a des systèmes d'événements qui sont représentés par des tokens dans les salles dans lesquelles vous allez arriver. Puis en fait, bim, vous allez avoir à faire face à différents soucis. Et, alors soit vous allez pouvoir, ça va être positif, hein, je dis soucis, mais vous allez pouvoir choper des potions, du stuff, du machin. Et puis des fois, vous allez tomber sur des gros monstres. Donc ça rajoute un petit peu de hasard à tout ça, quoi. En tout cas, là-dedans, ce jeu, vous devez vous échapper d'une prison. C'est ça le truc. Et les fameuses cells du titre, ce sont c'est les points d'expérience finalement. Parce que quand vous mourrez, vous gardez vos cells en vous, vos cellules. Et donc c'est ce qui vous permet d'ajouter de l'expérience à votre nouveau vous quand vous refaites l'aventure. Voilà, donc, mais en tout cas, ça marche bien. 417 000 €, 4 954 contributeurs. Et il est là pour une petite quinzaine de jours. 4e place, c'est Ninja Sloth, qui a perdu une place, mais au milieu de tous ces trucs AAA avec figurines, franchise de jeux vidéo, vous avez un
tout petit jeu de cartes tactique qui arrive à faire 227 000 €, 5 145 contributeurs, c'est sa dernière semaine. Ça fait 2 semaines que je ne comprends pas, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, donc Ninja Sloth, donc les paresseux ninjas. Ça fait 2 semaines qu'on se fout un peu de leur tronche parce qu'ils vendent plus de peluches que de jeux en fait. C'est une campagne qui est farcie de merchandising. Donc voilà, bon, on va pas revenir sur le truc, ça fait 2 fois qu'on le dit quoi. Donc Oui, allez, le on jeu va est pas passer. très intéressant. Nouveautés. Alors il y a eu beaucoup de nouveautés dans le top 10, donc on n'en a pas énormément. Je vais commencer vite fait, ah bah toi aussi d'ailleurs, on l'avait pris ensemble, Oui. sur GameFound avec la suite de Detective Saints and Sinners. Alors ça se passe à Los Angeles dans les années 40, donc on est en pleine ambiance d'Alia Noir, de Chinatown, de Roman Polanski. Voilà, c'est film noir à Los Angeles années 40. Et donc c'est de l'enquête avec des superbes illustrations de Vincent Dutré, toute cette patine d'époque qu'il y a dans le matériel. Donc voilà, c'est la suite de ce jeu. Je ne sais pas du tout s'il est sorti en boutique en France. Vous me direz en Les premières commentaire. versions, ouais, Si, si, les premières sorti. versions étaient sorties en D'accord. France. Alors je sais pas si toutes les extensions sont sorties. Ça, j'avoue que j'ai un petit doute, mais en tout cas, je sais que le jeu de base, en tout cas, oui, il est sorti. Bon, en tout cas, si vous aimez les jeux d'enquête dans cette période-là, dans cette atmosphère film noir, je pense que ça peut vous séduire. On va sur Kickstarter avec un nouveau jeu Evolution, de la gamme Evolution. C'est beau, non? Ouais. Mais ça, c'est pareil, tu vois. Je m'attendais à le voir directement hissé dans le top 10, mais en fait, ouais, il y a tellement de gros trucs face à lui. On est quand même sur une gamme voilà, qui commence un petit peu à s'étoffer hein, au fur et à mesure du temps qui passe. Alors là, on est sur quelque chose de encore un peu. On s'éloigne de plus en plus de la réalité hein, avec la franchise. Là, on a des animaux qui sont liés à des éléments hein, et Ouais. des systèmes de cristaux, etc. Donc, on va apporter encore une nouvelle manière de faire évoluer les créatures dans le jeu. Donc, Mais c'est ce ça qu'on a l'air s'était dit la dernière fois qu'ils avaient fait une extension d'évolution. Là, enfin, c'était pas une extension d'ailleurs, c'était un peu une variante du jeu qui avait été revisitée. L'étape d'après, ça va être de faire des animaux fantastiques ou extraterrestres. Et ben voilà, Evolution Another World, vous faites des animaux fantastiques en fait. Et donc ça marche pareil, hein, vous allez mettre des traits à vos animaux pour les faire évoluer. Mais là, ça marche pas avec de la nourriture, mais avec de l'énergie. Voilà. Sinon, c'est le même principe, mais moi j'aime beaucoup. Ce que j'adorerais qu'ils fassent, mais bon, c'est un petit peu l'idée, mais c'est carrément inventer une planète extraterrestre, tu vois, avec sa géographie, etc., son atmosphère, et à partir de là, tu crées toute la faune, tu vois, de cette planète extraterrestre, de cette, comment on appelle ça, de cette exoplanète. Ça me brancherait vachement. Mais bon, c'est un peu l'idée aussi ici, hein. Mais je sais pas s'il y a une cohérence, tu vois, par rapport à l'environnement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr s'ils ont poussé le bouchon jusque-là. Ça, pour moi, ça ressemble plutôt à des animaux magiques qu'à autre chose. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. Puis, quelque part, sans mauvais jeu de mots, c'était l'évolution logique du jeu. Parce que c'est vrai que tu peux pas non plus avancer dans la gamme éternellement avec de la biologie, on va dire, classique, parce que tu l'as déjà fait dans les autres jeux, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'ils aillent ailleurs, quoi. Ce que je trouve assez intéressant dans cette campagne, je sais pas si tu as vu ça, mais en ce moment, je trouve que, tu sais, il y a une espèce de combat, on va dire, autour des stretch goals sur les différentes campagnes. On a vu apparaître beaucoup de messages en disant pour nous, on estime que le jeu il a été calibré de cette manière-là, du coup, on vous propose pas de stretch goal parce que ça voudrait dire que sinon on vous offre un jeu déséquilibré, ou alors que machin. T'en as d'autres qui disent non, mais en fait, le jeu, on n'a pas du tout pensé les stretch goals, vous débloquez au fur et à mesure, et puis. Et alors qu'en fait les trucs sont prévus depuis la base, etc. Donc bref, je trouve qu'en ce moment, tout le monde y va de son petit pavé pour te justifier la présence ou pas du stretch goal, et là j'aime bien la justification qu'il donne en disant que l'idée c'est une autre manière de remercier les backers en fait. Et de donner un petit peu de l'énergie à la campagne en disant voilà, à chaque fois qu'on va atteindre un nombre conséquent de nouveaux arrivants sur la campagne, et en fait on offre un cadeau supplémentaire pour tout le monde, tu vois. Et ils en reviennent un petit peu à l'origine de ce que devait être le stretch goal. Et dans un monde où aujourd'hui il y a des mecs qui se contentent de balancer une campagne en disant en fait on va pas la faire vivre là pendant 2 semaines, vous avez juste à acheter et puis on se revoit à la livraison. Eux ils en reviennent un petit peu à l'essence même du truc en
disant bah oui, les stretch goals évidemment qui sont pensés de base dans le jeu, etc. Mais c'est une manière voilà, de vous remercier au fur et à mesure, et plus vous participez, bah, plus on a envie de vous remercier, et plus on va se décarcasser pour vous proposer des trucs en plus. Alors, je trouve que c'est une manière de remettre cette feature au goût du jour, et de rappeler qu'effectivement ça peut être ni vénal ni on va dire ni un frein pour un jeu équilibré en fait. Puis ils ont eu le bon goût de ne pas faire de peluche. Parce qu'ils auraient pu, hein. Avec le C'est nombre de vrai qu'ils bestioles auraient qu'il y a, ils auraient pu faire de la peluche, hein, je peux te dire. Mais ils l'ont pas fait. Allez, on passe à une autre nouveauté, vite fait, parce que je crois que tu n'en as plus, toi. J'en ai encore deux rapides. Toujours sur Kickstarter, un jeu qui s'appelle Outnick. C'est un jeu d'arène entre mechas, donc je ne pouvais pas passer à côté évidemment. Donc voilà, vous avez des gros robots. Alors la particularité, c'est que ça se joue à 4, parce que c'est des équipes de 2, parce qu'il y a un pilote et un copilote. Et donc il va falloir harmoniser vos actions entre le pilote et le copilote. Si c'est harmonisé, ça vous donne des bonus. Si c'est pas harmonisé, ça vous fait l'action, mais sans plus. Donc ça ouvre, je trouve, une mécanique intéressante, vraiment de jeu d'équipe, quoi. Voilà, donc je trouve l'idée rigolote. Et puis voilà, des gros robots, moi je suis toujours sensible. D'ailleurs j'ai vu je sais pas quand là, mais j'ai vu bientôt sur Kickstarter, il y aura un énorme jeu campagne narrative avec des mechas. J'ai peur. Bon bref, voilà, donc pour l'instant, il y a Outnick, c'est du jeu d'affrontement. Il a démarré très doucement à 157 contributeurs, mais je trouvais que ça valait le coup d'en parler. Et enfin, dernière nouveauté que j'ai signalée. Alors, si vous voyez, il y a plein de nouveautés, hein. Si vous avez des nouveautés qui vous font de l'œil, dont on n'a pas parlé ici, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour les copines et les copains, hein, faire passer les infos s'il y a des trucs que vous trouvez sympas et qu'on a zappé. Bien entendu, hein, au contraire. Donc dernier jeu, c'est Disrupt sur Kickstarter. Alors là, c'est un jeu de gestion de pôle d'ouvriers. Moi j'ai pledgé. Ouais, j'ai pledgé. Depuis ouais. J'ai pris le all-in. T'as pris le all-in total là? Ouais, d'accord. ouais. Bon, en fait, vous allez comprendre pourquoi Swan est caustique. C'est un jeu où il faut gérer sa start-up. Donc vous êtes à Silicon Valley et vous avez commencé une start-up. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont fait tout un tas de petits jetons qui rappellent des logos de start-up connus, genre Netflix, Facebook, je ne sais pas, YouTube, machin. Bon, c'est les GAFAM en gros. Voilà. En détourné. Voilà, le jeu, c'est gère ta GAFA. Ouais. Et donc il faut trouver du pognon, faut racheter, faut revendre quand il faut, enfin voilà. C'est tout ce que je déteste dans la vie. Mais comme on est honnête, hein, mon cher Swan, on dira quand même que le jeu a l'air quand même cool. Je veux dire, oui. Le jeu est joli, il a l'air de bien fonctionner. Voilà, moi, c'est la thématique qui me déprime, mais bon. Et il y a une certaine forme d'esthétique qui... Alors, il y a des trucs qui sont très réussis, le fait d'utiliser des cartes bleues comme compteur de points, etc. Il y a plein de trucs dans des bonnes idées, mais qui côtoient des idées que je trouve assez ratées. Bah, encore une fois, l'idée de photo, genre l'espèce de photo stock là, pour les cartes. Ça va vraiment avec le côté un peu ringard de la startup, je trouve. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est quand même sur... Enfin, la startup, de manière générale, on est plus sur des couleurs un peu blanches, un peu machin. Et donc, du coup, sur un plateau aussi sombre, bah, du coup, je trouve que ça va... Ils auraient pu faire encore mieux, en fait, dans la thématique un peu startup épurée blanche, voilà. Mais après, c'est clair que effectivement, au niveau du contenu, de la manière dont ça se joue, c'est plutôt bien pensé, et c'est même plutôt rigolo, quoi, de voir comment ils ont adapté le truc. Ça a l'air réussi dans son style. Ça n'a pas du tout l'air d'être un mauvais jeu, c'est juste qu'effectivement, c'est une thématique qui nous parle moins, voilà. Moi, c'est une thématique qui m'agace un peu. Mais ils devraient faire en merchandising, c'est les petits poufs couleur pastel que tu trouves dans les startups pour que les employés ils se relaxent entre deux trucs. Oui, c'est ça. Avec des petits distributeurs gratuits de M&M's. Tu récupères des actions chez le créateur. Tu vois, c'est Triple Meeple. Là, voilà, pense ça au stretch goal, là. On est startup ou pas, hein. Évidemment, ouais, exactement. Bon, allez, on est un peu cynique, mais franchement, le jeu a l'air bien foutu. Non, le jeu a l'air cool. Allez, on revient aux 3 premiers du classement. Une petite entrée en 3e position qui a déjà dépassé les 2 100 000 euros, 5 668 contributeurs, et il reste 20 jours. Ce petit jeu, c'est Aeon Trespass Odyssey Second Printing plus All New Content.
Donc Aeon Trespass, c'est un énorme jeu narratif qui se passe dans un univers très très cool, qui est la Grèce antique mais version fantastique. Donc moi je trouve ça... Voilà, alors autant les startups ça m'ennuie, mais alors ça par contre ça m'excite. Donc ça a été un énorme jeu quand c'est sorti, mais qui est devenu un jeu collector. C'est-à-dire que c'est un jeu, ils ont pas fait de reprint, enfin ça a été voilà, quand ça a été vendu parce que c'est tellement énorme à produire. Beaucoup de figurines, les figurines sont folles. Enfin, je le dis tout de suite, si vous aimez les figues, vous allez tomber par terre, elles sont... Voilà, énorme jeu narratif. Donc là, il propose quoi? Il propose un reprint du premier. Alors, j'ai pas regardé par curiosité à combien était le premier Aeon Trespass sur les sites d'occasion. J'ai pas regardé, on aurait dû regarder, ouais. Mais à mon avis, ça doit être très très cher. Bon, il n'y a pas de VF, hein. Ça, peut-être que ça ralentit le truc. C'est vrai que là, si vous savez pas bien parler anglais, vous allez souffrir parce que c'est 300 heures, hein, c'est ce qu'ils disent, 300 heures de campagne. Donc c'est énorme, c'est narration, et pas que, hein. C'est aussi de la gestion de civilisation, de la gestion de ressources. C'est un énorme jeu. Et donc là, ils font un reprint donc, du premier. Et ils sortent une nouvelle boîte, donc une nouvelle campagne qui va se décliner en 4 saisons, il me semble. Et ils font découvrir au fur et à mesure de la campagne, ça c'est une belle idée, au fur et à mesure de la campagne, ils vont vous faire découvrir chaque saison, donc ils composent cette nouvelle boîte. Et voilà, et ça a l'air fou, Et c'est Made in Poland. Les Polonais, on les arrête plus là. C'est Actens. Les Polonais, on les arrête plus, ils sont complètement ouf, ils font des trucs de tarés. Les figurines, comme j'ai dit, elles sont à tomber par terre. Le jeu a l'air vraiment cool, l'univers il est mortel. C'est vrai que les possibilités ont l'air gigantesques. Après, je pense que je pense qu'il faut être motivé le soir pour le sortir, quoi. C'est ça le problème, c'est que ça doit être, t'y joues pas. Enfin voilà, faut être en forme. C'est une bonne grosse session de jeu, quoi, je pense. Ouais, mais tu sens que le jeu, il a quand même sa réputation et il est bien posé. Parce que là, on est quasiment à 6000 contributeurs et je vois que la précédente campagne, elle s'était arrêtée à un petit peu plus de 8000. Ouais. Donc voilà, en une journée, les mecs, ils ont déjà ils sont déjà quasiment coude à coude avec leur ancienne campagne pour un jeu qui est déjà sorti, encore une fois. C'est-à-dire que c'est 6000 nouveaux joueurs. Voilà. Bon, peut-être pas, parce qu'il y en a peut-être qui rajoutent justement les petites composantes en plus, etc. Mais c'est quand même majoritairement des gens qui vont acheter le jeu de base ou le nouveau all-in. Voilà. Donc non, c'est un gros carton. Du coup, j'ai regardé pour l'instant, Aeon Trespass, pour l'instant, j'ai vu qu'une annonce qui était à 350 €. Mais c'est assez bizarre, ce qui parle d'un pledge de base, mais on a plutôt l'impression d'une photo d'un all-in. Donc je sais pas. Sur un site français. Sur un site français. En sachant que le jeu est anglais, donc il y a beaucoup de... Voilà, je pense que c'est pire sur les sites anglais. Oui, donc c'est un jeu qui est recherché. Ouais. C'est un jeu qui est beaucoup recherché, donc c'est pour ça qu'ils font une deuxième édition. Vous pouvez tout racheter, plus la nouvelle boîte, et ils font un peu comme leurs camarades polonais Awaken Realms. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'add-ons. C'est-à-dire que tu peux vraiment dépenser beaucoup plus d'argent avec des petites boîtes de customisation, des petits plateaux néoprène, des tapis néoprène, des petites aventures en plus, il y a plein de trucs. Hein. Et ça donne, ça fait envie, hein, on va pas se mentir, hein, ça a l'air cool, quoi. Ça a l'air cool, c'est ce genre de jeu, tu te plonges 1 an dedans, quoi. C'est une épopée ludique. Et le all-in est à 447 €. Voilà. Et alors, ils avaient fait un rabais, un pledge de rabais, tout au début de la campagne. C'est-à-dire qu'ils vous vendaient le jeu original moins cher. Ils en avaient mis 1000 de pledge à contribution et c'est déjà fini. Voilà. Le pledge est déjà épuisé. Donc ça veut dire que c'était très attendu et que les gens le veulent. Donc il y a de bonnes chances qu'il soit encore plus haut la semaine prochaine. Voilà. Deuxième position, c'est Clank Legacy qui a perdu sa place de premier. Ah, suspense. C'est sa dernière semaine, 600 000 €, 6817 contributeurs pour ce deuxième Clank Legacy. Dont on a parlé déjà 2 fois. Sachant que c'était, même au niveau de stretch goals, c'était plutôt calme. Hein. Il n'y a pas eu de gros rebondissements. Ils nous ont pas sorti. C'était le minimum syndical niveau campagne. Hein. Très clairement. Et alors donc qui est le premier ? Si vous suivez l'émission, vous avez deviné qui est le premier. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1.
Hop, c'est Botany qui est passé en première place de Kick Parade cette semaine. 478 000 €, 7 439 contributeurs et il reste 10 jours. Alors là, il y a deux possibilités. Soit il continue à monter, soit il s'est dézingué par les AAA là, qui sont juste derrière. Parce que là, c'est incompréhensible. Ouais, mais je le vois bien, tu vois, rester quand même dans le. Tu vois, au moins dans les 5 premiers jusqu'à la fin de sa campagne, clairement. Non pas que je comprends pas parce que ça a l'air d'être un mauvais jeu, pas du tout. Non, hein. non, au contraire, Mais même c'est- d'ailleurs, ils ont mis pas mal de vidéos de gameplay. On peut trouver un peu partout sur internet. Oui, le jeu, alors bon, ça a pas l'air de révolutionner, ça réinvente pas la roue, mais en tout cas, que ce soit en termes de mécanique ou même de manière dont ils illustrent leur sujet, et ben, je trouve qu'en fait, c'est plutôt bien foutu, ouais. plutôt bien foutu, pardon. Premier jeu d'un jeune couple. Voilà, et il se retrouve premier de Kick Parade avec un nombre de contributeurs que la plupart des éditeurs aimeraient avoir. hein. Même les gros éditeurs, 7439 contributeurs, c'est énorme. Donc voilà, donc c'est une vraie success story là, pour le coup, qui n'était pas attendu. Ouais, donc- et puis après, il y a aussi le tarif d'entrée, quoi. C'est vrai qu'on l'a. Oui, c'est un jeu même pas s'ils très cher. disent, c'est le VIP Special. Mais bon, on est quand même sur du 39 $. C'est ça. Mais comme quoi, il y a encore des surprises sur Kickstarter. Tout n'est pas encore calibré, ça arrive encore. Voilà. Il y a encore des surprises sur cette plateforme. D'ailleurs, je pense qu'ils ont été eux-mêmes surpris par le succès de leur jeu, parce que tu vois, Actu 3. Ouais, La par campagne, contre, elle c'est vit vrai pas, que. Non, elle vit pas du tout et tu les sens un peu dépassés C'est ça. par leur propre succès. Alors attention, parce que c'est ça aussi le revers de la médaille, c'est quand ils ont beaucoup plus de succès qu'ils pensaient, bah faut gérer tout ce qu'il y a derrière. hein. La production, le transport, c'est pas la même chose quand tu as 500 backers et 7000. Donc voilà, il y a des boîtes qui souffrent de leur succès parce que et forcément ça décuple tous les problèmes, les frais. Donc voilà, donc ça peut être un danger. Bon après, je ne dis pas que c'est leur cas, hein, mais ça peut arriver. Non, mais on le voit même au niveau des paliers de stretch goal, quoi. On est passé de petits trucs à tous les 10 000 et là on a le palier entre les deux derniers, c'est la prochaine fois que on passe de 450 000 à 580 000 avant le prochain stretch goal, tu vois, les mecs ils sont complètement dépassés Bah par le truc. ouais, je pense que ça a surpris tout le monde et Ça a surpris eux tout en le monde, et premier. d'ailleurs je pense que là ils savent plus quoi faire sur les 15 prochains jours, quoi. Bah Mais oui. en vrai, dans le genre de situation, moi ce que je recommande toujours, c'est dans ce cas-là, juste communiquer, envoyer des C'est mails, ça. remercier les gens, donner des infos sur le développement du jeu, Tu fais des sur lives une avec les espèce auteurs. de making of, quoi. Ouais. Genre comment vous avez pensé le truc, etc. Alors oui, il n'y a pas de côté de stretch goal, machin, etc. tout le temps, mais on en apprend un peu plus sur en fait, la création du jeu en c'est ça. tant que tel, quoi. C'est ce que font beaucoup d'autres jeux d'ailleurs dans le top 10. Ils font des lives avec les auteurs, des Q&A. À chaque fois, ils font une actu sur un aspect du jeu. Ah ouais, il y a des trucs à faire. Faut pas se laisser aller, les gars. Vous êtes premiers, faut y aller. faut assumer. Et bien voilà, on a fait le tour du classement et des nouveautés. Voilà, j'espère qu'on vous a pas mis dans la meumeux niveau financier. Hein parce que là, il y a vraiment des trucs tentants. Désolé. Dites-nous ce qui vous fait envie cette semaine. Je pense que là, quand même, il y a des trucs. Autant il y a des semaines où vous dites ouais, boubou, mais là, il y a quand même des trucs sympas, quoi. Donc voilà, dites-nous ce qui vous fait envie. Et puis, un pouce si ça vous a plu, comme d'habitude. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que vous découvrez cette émission. Et merci de nous suivre toujours. Voilà. À la semaine pro, Swan. Oui, à la semaine prochaine, et en attendant, jouez bien. Tout à fait. Ciao, ciao.